Les comics ne sont pas qu'une histoire d'hommes, il y a des femmes super-héroïnes, il y a des femmes scénaristes, des femmes dessinatrices et même des femmes lectrices. Lors de la Comic-Con de Paris, le panel Visible Woman, pour reprendre le nom de l'opération de Kelly Sue des comics pour donner de la visibilité aux femmes artistes et trans voulant percer dans le milieu du comics, est venu rappeler cette réalité. Je vous propose d'écouter le panel Visible Woman animé par Marie-Paul Noël en la présence de Stéphanie Hans, que je ne vous présente plus notamment pour son travail sur la série Angela, de Clotilde Bruno, scénariste de la série La Saga des Mythes disponible chez Glénat BD, et de Katchou, aka Madame Wonder Woman. J'en profite aussi pour remercier Glénat Comics qui m'a très gentiment permis d'utiliser l'audio de la conférence pour ce nouvel épisode de Corpse Talk. Bonne écoute à tous, salut! Women qui sont avec moi, donc Stéphanie Hans, juste à ma droite. Enchantée. Clotilde Bruno. C'est sans H, Clotilde. Et Katchou, spécialiste du comics. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même faire une petite bio de chacune d'entre vous pour vous présenter. On va commencer par Clotilde. Qui, depuis toute petite, est passionnée d'art et de littérature. Mais depuis 2010, après son diplôme en art plastique, elle commence à étudier le cinéma. Et elle travaille en tant que scénographe et chef décoratrice, sans pour autant oublier l'écriture. Elle intègre l'année suivante le studio Helium, où elle travaille sur les séries Le Petit Prince et Ils font l'histoire. Aujourd'hui, elle s'est tournée vers la mythologie grecque et scénarise la série La Sage des Mythes, tout en travaillant sur de nouveaux projets dont nous vous parlerons à la fin de la conférence. Elle est également enseignante à deux écoles dans Paris, qui sont Eurasiam et l'Académie Delcourt. Voilà. Donc si vous avez des questions sur les écoles, faire des cursus liés à la bande dessinée, c'est Clotilde à qui il faut vous adresser. Je fais aussi conseillère d'orientation, donc. Parfait. Ensuite, Stéphanie a commencé par travailler en France, et oui, elle a sorti 2 bandes dessinées chez Emmanuel Proust à l'époque, aujourd'hui ça s'appelle UP Édition, qui s'appelait Galatea, grâce auquel elle a été remarquée par une DH chez Hachette, qui l'a appelée parce qu'elle a été subjuguée par les couvertures de la bande dessinée, et lui a proposé de faire des couvertures tout d'abord pour Hachette, et ensuite elle s'est retrouvée à travailler pour Rajo et Syros. Et elle participe pendant ce temps-là à quelques collectifs chez Soleil, mais pas de grosses séries. Mais tout à coup, en janvier 2010, Marvel Comics la contacte pour faire sa première couverture de comics. Et donc depuis, elle n'arrête plus. Elle fait au moins une couverture par mois, si ce n'est plus, pour la plupart des éditeurs américains aujourd'hui. Donc Marvel, ici évidemment, le Dark Horse, Dynamite, Boom, etc. Il lui arrive aussi de dessiner des récits pour un certain nombre de séries comics, mais elle ne ferait pas plus de 80 pages par an, parce que je crois qu'à force, tu n'as plus vraiment de temps. En fait, je peux faire jusqu'à 80 pages par an en voyageant, mais si je peux rester sur place, je peux en faire 30 par mois. Oh, c'est énorme. Rien que ça. Katchou, qui lit des comics depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle peut s'en souvenir. Elle a commencé par les éditions Artima Reddit dans les années 80, donc ça remonte un petit peu. Ça ne rajeunit pas. Et Katchou est surtout la rédactrice du blog de Lesbian Geek, qui depuis 7 ans s'applique à partager petites et grandes histoires liées à l'émancipation des personnages féminins et LGBT dans les publications de l'industrie des comics, mais parle aussi de l'actualité des autrices, des dessinatrices et des éditrices qui travaillent trop souvent dans l'ombre de cette industrie malheureusement. Et elle est également aujourd'hui, avec la dessinatrice Cab, la co-créatrice de la série Prism, The Queer Defender, qui est publiée dans la revue LGBT BD
qui est une bande dessinée dont l'héroïne a le super pouvoir d'anticiper via ses visions tout acte homophobe. Et quant à moi, j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans en maison d'édition. Depuis peu, je travaille en freelance. J'ai décidé de faire le grand bond du freelance. Mais je fais également partie du collectif Georgette Sand, qui est un collectif féministe qui se bat pour l'égalité femmes-hommes. Et j'ai participé récemment à un collectif, non pas bande dessinée, c'est uniquement du texte, sur Ni vu ni connu, sur 75 femmes qui sont des femmes fortes et libres et qui sont peu ou pas connues, pas forcément pour les bonnes raisons, c'est-à-dire elles sont connues parce que ce sont les femmes d'eux, les filles d'eux, ou des choses comme ça. Donc voilà. Est-ce que parmi vous, il y a certaines personnes qui connaissent le mouvement Visible Women? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous avez participé? Donc en fait, alors je vais faire un parallèle France-États-Unis. Si vous suivez un petit peu l'actualité de la bande dessinée en France, en 2016, il y a eu un gros tollé au moment du festival d'Angoulême, qui est quand même un festival aujourd'hui mondialement reconnu. Énormément d'auteurs américains d'ailleurs viennent à Angoulême pour promouvoir, etc. Donc ce grand festival, lors de la nomination de son grand prix, il y a quand même 30 personnes qui sont en lice pour ce grand prix, aucune femme n'a été nominée en 2016 sous prétexte, et je cite, qu'il y a peu de femmes dans l'industrie de la bande dessinée. D'ailleurs, je continue à citer, si vous allez au Louvre, vous verrez qu'il y a peu d'artistes femmes. C'est une très mauvaise raison. À l'époque, Kelly Sue DeConnick, qui est donc la personne qui est à l'origine du Visible Women aujourd'hui, qui est une scénariste, entre autres, de Captain Marvel, Pretty Deadly, Beach Planet, à l'époque, quand le FIBD, donc le festival, a dévoilé sa liste, contacté le festival pour avoir le droit de voter, pour faire valoir le droit des femmes. C'est quand même déjà pas mal. Alors je ne sais pas, j'ai pas réussi à avoir l'information si Visible Women est lié à cet événement en particulier, mais j'aime bien faire le lien entre les deux parce qu'en fait, en mars 2016, donc à peine 2 mois après Angoulême, Kelly Sue a décidé de lancer ce hashtag sur Twitter, Visible Women, pour permettre aux artistes femmes et trans de mettre en avant leur travail. Alors oui, c'est pas une mince affaire de se promouvoir en 140 caractères, c'est un peu compliqué. Néanmoins, il y avait une base qui était détaillée sur le site en disant qu'il fallait marquer qu'on était soit scénariste, soit dessinatrice, soit coloriste, soit lettreuse, soit encreuse, parce que ça aussi, ce sont encore des métiers qui sont encore plus dans l'ombre que juste scénariste ou dessinatrice. Mais cette initiative, qui au départ a été située aux États-Unis, en fait est devenue un phénomène mondial, puisque moi j'ai pas mal de mes contacts francophones qui ont participé. C'était une manière pour elles de pouvoir enfin se mettre en avant pour tenter évidemment de trouver du travail, mais au moins montrer que l'excuse, il n'y a pas assez d'autrices aujourd'hui dans le monde qui ont un niveau suffisant pour être embauchées, ça va bien. C'est un peu une légende urbaine du patriarcat, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, ce Visible Women est devenu un rendez-vous annuel qui a lieu tous les 7 août sur les réseaux sociaux. Et pour l'instant, tous les retours de toutes les participantes sont vraiment très positifs parce qu'elles, grâce à ça, elles ont eu des retours sur leur boulot qu'elles n'avaient jamais eu jusqu'à présent. Du coup, je me tourne vers vous. Est-ce que vous aviez participé à Visible Women? Est-ce que vous avez entendu parler de ce mouvement? Et surtout, moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que vous avez souffert de l'invisibilisation dans le milieu, que ce soit aux États-Unis ou en France? Moi, j'y ai participé, en fait, dès la première fois. Quand ça fait partie d'une communauté, j'imagine. Par rapport à ta question, en plus en France qu'aux États-Unis, en fait. Mais après, en France, le marché est compliqué. Je trouve qu'en ce moment, on a beaucoup de mal à revendiquer sa place, même quand on est là depuis longtemps. Du coup, quand on arrive, c'est encore plus dur. Et moi, j'ai déjà commencé à une époque où c'était déjà compliqué, c'est 10 fois pire maintenant.
trouve que si on a envie de faire une place quelque part, les États-Unis, c'est plus simple. En tout cas, on a l'impression de récolter un peu les fruits de son travail. Pour toi, c'est pire en France par rapport à quel en fait, on va parler chiffres. Chaque année, il y a environ 4000 nouvelles BD qui sortent. Les nouvelles poussent les anciennes. Et les anciennes, il suffit d'une semaine pour qu'on devienne une ancienne, en fait. On a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, suivant sa notoriété, pour rembourser son avaloir. L'avaloir, c'est ce qu'on est payé en avance, sachant qu'en gros, en moyenne, c'est à partir de 5 000 que ça commence à être remboursé. Et 5 000, il faut les vendre en une semaine. Pour un nouveau venu, c'est quasiment impossible, à moins d'avoir la bonne idée au bon moment, mais c'est quand même très très rare. Et du coup, si au bout d'une semaine, si on n'a qu'une semaine pour se faire connaître et qu'on a 1 an pour faire une nouvelle BD derrière, le nom va difficilement circuler. Et pourtant, aujourd'hui, moi je trouve que c'est... Aujourd'hui, on a la période au niveau diversification et diversité la plus folle qui soit. On a vraiment tellement de tout aujourd'hui que c'est juste super. Quoi. Mais effectivement, malheureusement, comme tu dis, la vie d'un bouquin aujourd'hui, c'est une semaine. Je rebondirais sur ce qu'a dit Stéphanie, qui est assez juste. Il y a énormément de production aujourd'hui. Et en même temps, comme le dit Marie-Paul, il y a une production qui se diversifie. Donc effectivement, le fait de devoir réussir à rester en librairie pour avoir une chance, déjà potentiellement de vivre relativement correctement, ce qui, on en parlera je pense tout à l'heure, mais est rarement le cas dans notre profession. Le fait d'avoir une chance de tenir, c'est déjà compliqué. Par contre, ce qui est bien, c'est peut-être que le fait qu'il y ait un nouveau type de production qui rentre sur le marché, va peut-être compliquer un peu les choses pour certains auteurs, pour certaines autrices, mais en même temps, ça permet aussi d'avoir un roulement dans les thématiques et aussi dans les créateurs et les créatrices surtout. Quel chaud. En tant qu'autrice, évidemment, je pourrais pas témoigner, mais en tant que blogueuse, c'est vrai que moi j'écris sur mon blog depuis 7 ans environ, et à l'époque quand j'ai commencé, il n'y avait pas du tout, on parlait absolument pas de ce genre de sujet, ni de diversité dans les comics, ni de féminisme dans les comics, ni de personnages féminins vraiment forts ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, moi j'avais des besoins en tant que lectrice, et j'avais absolument pas de support sur internet pour lire ce genre d'histoire, ce genre de propos. Et du coup, c'est comme ça que je m'y suis mise. C'est parce que comme j'avais pas du tout, j'avais pas la matière, je me suis dit c'est moi qui vais le faire en fin de compte. Il y avait un blog aux États-Unis, c'était DC Women Kicking Ass, qui était pour moi vraiment ma référence parce que c'était le seul support vraiment intéressant sur lequel je pouvais lire. Et j'ai décidé de faire à peu près la même chose en français pour justement apporter quelque chose de nouveau en langue française. Et petit à petit, effectivement, il y a beaucoup de blogs, de supports, de sites internet sur ces sujets-là, qui se sont développés. Et ça, c'est merveilleux. Et puis, Internet, ça sert à ça aussi. Oui, ça développe une communauté aussi qui est hyper importante. Mine de rien, ça a permis de faire travailler un nombre de gens fous. Mais pourtant, depuis toujours, les femmes sont dans la bande dessinée. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique des femmes dans les comics Ouais. Oui, effectivement. En fait, on parle de visibilité des femmes maintenant, mais en fin de compte, les femmes, elles ont toujours été là. Depuis que la bande dessinée américaine existe, depuis que la bande dessinée tout court existe. Elles ont toujours été présentes. Il y a beaucoup de femmes scénaristes, dessinatrices qui ont œuvré dès le début de la bande dessinée, dès le début du XXe siècle. Qui ont évolué aussi par rapport à l'évolution des comics. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pourquoi aussi? Parce qu'il y avait aussi beaucoup de lectrices à une certaine époque. On est en train de se dire actuellement qu'il y a beaucoup de lectrices, femmes qui lisent de comics, mais en fait, il y en avait déjà beaucoup avant. La méthode de vente des comics a aussi beaucoup changé avec le monopole des distributeurs, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on a enlevé les comics des supermarchés pour les mettre uniquement dans les boutiques spécialisées. Ça a quand même beaucoup changé le lectorat aussi. Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, au début du XXe siècle, en fait, avant l'avènement des super-héros, le lectorat principal, c'était un lectorat féminin. Voilà, parce que c'était dans les strips des journaux. Dans les journaux. Les comics, c'était dans les journaux. Qui étaient facilement accessibles pour toutes les personnes. Et il y avait effectivement beaucoup de femmes lectrices et du coup de femmes autrices.
qui écrivait, qui dessinait des femmes fortes, déjà dès le départ, soit par exemple, je pourrais citer Torpey Mills avec Miss Fury, qui est la première super-héroïne, avant Wonder Woman. Il y a beaucoup d'autres autrices comme Neil Brinkley qui faisait donc vraiment de magnifiques peintures dans les journaux. Voilà. Et en fait, à partir du moment où les super-héros pendant la Seconde Guerre mondiale, les super-héros sont apparus, il y a eu un autre public qui s'est développé, un public masculin, beaucoup plus féru de ce genre de personnages et d'aventures. Et malheureusement, voilà, petit à petit, et le lectorat féminin et les autrices se sont, non pas disparus, mais se sont effacés par rapport à cet autre public. Et si bien que dans les années 50, les autrices ont été obligées d'emprunter des pseudonymes masculins pour pouvoir continuer à travailler, à écrire, à évoluer dans le métier, dans l'industrie. De fil en aiguille, voilà, parce que les années 50 aussi, ces fameux romance comics qui développent un petit peu un schéma assez stéréotypé de la femme, c'est-à-dire que la femme doit rester à la maison, doit être une amoureuse transie du personnage masculin. Et ça, c'est pareil, hein, on fait un parallèle entre le statut de la femme aux États-Unis et le statut des personnages, mais aussi des auteurs. Vu que voilà, les femmes étaient censées rester à la maison et ne pas travailler, donc ne pas être autrice, quelque part. Et de fil en aiguille, voilà, l'évolution a encore changé avec les années 60, les années 70, l'émancipation de la femme, la révolution sexuelle. Et là, il y a d'autres personnages emblématiques qui sont apparus, dont Trina Robbins, qui est vraiment un fer de lance des comics indépendants et du comics féminin et féministe. Qui a lancé donc le collectif Women Comics, qui rassemble en fait beaucoup d'auteurs féminins, LGBT, noirs, issus de toutes les minorités, et qui se sont réunis autour d'un collectif pour justement développer les comics underground dans ce contexte-là. C'était aussi la première publication avec uniquement que des autrices. Voilà. C'était une révolution. C'était du comics underground. Donc vraiment difficile à trouver aussi, c'était pas évident d'acheter ce genre de comics-là, mais elle a révolutionné quelque part vraiment l'histoire de la bande dessinée dans ce sens-là. Et ce qui est intéressant avec cette autrice-là, c'est que contrairement à quand on peut attendre, c'est elle aussi qui a créé le costume de Vampirella. Je savais pas. Oui, voilà. Qui est hyper sexualisé au possible, c'est elle qui l'a créé. Comme quoi. Et pourtant, c'est une féministe vraiment, voilà. C'est un symbole du féminisme dans la bande dessinée. Et elle a aussi façonné ce costume. Après, en termes d'évolution, on a aussi, dans les années 80 et 90, deux femmes très importantes en matière d'édition. C'est Jeannette Kahn et Catherine Berger. Jeannette Kahn, elle a été la présidente de DC Comics pendant 26 ans, ce qui n'est pas rien. Et c'est notamment grâce à elle que vous avez pu lire de tout. Ça a donné une véritable indépendance. Jeannette Kahn, ce qui est important aussi, c'est qu'en fin de compte, elle a fait en sorte qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui travaillent chez DC Comics à l'époque. C'était quelque chose de très important pour elle, de mettre en avant les femmes en tant qu'éditeurs ou assistants éditoriales, ce qui était vraiment novateur à l'époque aussi. Je vais continuer. Alors, rapide panorama. Ce qui est important aussi, avec l'avènement des années 2000, pour des raisons absolument injustes, pour justement mettre en valeur le héros de la BD. Et donc elle a créé un site internet qui s'appelle Women, excusez-moi, en anglais déplorable, Women in Refrigerators, qui en fait recense tous les personnages féminins qui sont fait tuer, violés, torturés, pour que le personnage principal, masculin, soit mis en valeur. Et la liste est longue. Et la liste est très très longue. C'est comme ça qu'elle a réussi à se faire connaître.
site web, c'est un petit site web hein, avec une mise en page vraiment qui date des années, fin des années 90, hein, c'est pas du tout ce qu'on voit maintenant. Et ben ça a fait un énorme succès. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à se faire connaître. Elle est devenue la scénariste qu'on connaît aujourd'hui, c'est une superstar. Et de fil en aiguille, voilà, ce qui est important de savoir, c'est que l'Internet aussi a favorisé à la visibilité de ces femmes, quelque part. Et en découle justement ensuite Kelly Sue DeConnick, qui est elle aussi scénariste, et qui profite des réseaux sociaux, en l'occurrence, pour pareil prôner le féminisme dans les comics. Faire du cyberféminisme, comme on appelle ça aujourd'hui. Et quand justement Kelly Sue, quand on lui pose la question, parce qu'aujourd'hui, 2017, les femmes dans les comics, on leur pose toujours la question, qu'est-ce que ça vous fait d'être une femme dans les comics, qui est quand même la pire question qu'on puisse poser. Eh bien, elle, ce qu'elle aimerait bien répondre, c'est imaginez-moi assise devant mon ordi, écrivant avec mon vagin, au bout d'un moment, c'est pas très confortable quand même. Hein. En vrai, si vous voulez travailler dans les comics, travailler dans l'industrie, sachez que c'est un monde qui n'est pas pire que le monde réel. Il faut vous battre, il faut être terrifiante, il faut en donner plus que les hommes encore malheureusement aujourd'hui, mais ça vaut le coup. Et d'ailleurs, Kelly Sue a quand même écrit Beach Planet pour répondre aux critiques sexistes qu'il y avait sur Captain Marvel, parce que Captain Marvel, elle a quand même fait vachement évoluer le personnage, donc le féminisme vaincra un jour. Moi, ce que j'aimerais savoir, pour vous, quels seraient les conseils que vous aimeriez apporter aux gens, aux femmes qui veulent se lancer aujourd'hui dans l'industrie du comics? Est-ce que la sororité, c'est un bon instrument contre le patriarcat et arriver à essayer de percer? Moi, je ne suis pas forcément un bon exemple pour ça. Embarrassée quand on me demande d'en parler, parce que finalement, pour moi, le seul ressort féministe que j'ai eu dans ma carrière, c'était de ne pas laisser tomber en me disant si tu laisses tomber maintenant, il y a une grosse partie, un gros pourcentage qui s'arrête. Donc tu continues, puis tu verras bien où ça me mènera. Moi, je peux plus spécifiquement parler de la production française absolument pas américaine, du coup. Je pense qu'en fait, moi, pareil, j'ai pas particulièrement bénéficié d'une entraide féminine pour faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Par contre, ce qui est évident, c'est que je pense sincèrement que le plus important, c'est l'honnêteté dans le travail, dans la création. Ce que je pourrais conseiller à des femmes qui veulent faire de la bande dessinée, du comics plus spécifiquement, puisqu'il commence à y avoir une production française, c'est de pas hésiter à aborder leur sujet, justement, des choses qui leur tiennent à cœur, de pas nécessairement vouloir copier ou penser qu'il faut rentrer dans un moule pour pouvoir être édité ou travailler. Aujourd'hui, on parlait de diversité petit à petit dans la production. On a ça qui est en train d'arriver, on a cette diversité qui est en train de vachement amener les gens à penser que quand les femmes faisaient de la BD, elles faisaient du Pénélope Bagieux, ou en tout cas un truc un petit peu genre on va vous raconter nos histoires de filles. Ce qui est pas mal, c'est qu'en même temps Pénélope Bagieux récemment elle a sorti un spectre qui est très large. Moi, jusqu'à très récemment, pour moi l'édition française c'était aussi une des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas vraiment travailler, parce qu'en fait je ne rentrais pas particulièrement dans une case et qu'on aime vraiment beaucoup les cases dans l'édition française. Alors là-dessus je te suis tout à fait. Clairement. Mais ce qui est intéressant justement, c'est de se dire qu'en fait, commence à y avoir pour les femmes des possibilités un petit peu plus grandes, un spectre plus large dans la production. C'est pas encore tout à fait gagné. Mais donc, pour en revenir aux conseils à donner aux aspirantes, notamment le webcomic, pour se lancer, pour développer des histoires et se font remarquer comme ça par les éditeurs, c'est un bon moyen. Moi, j'ai par exemple Faith Erin Hicks, qui a fait Superhero Girl à l'époque, c'était il y a quelques années. Maintenant elle travaille pour Dark Horse sur la série Avatar. Donc je pense qu'il y a beaucoup de Noel Stevenson aussi avec Minona. Pareil, il a commencé par le webcomic et a trouvé un éditeur et hop, de fil en aiguille, voilà, réussi à faire, entre guillemets, faire une carrière dans l'édition papier. L'avenir est sur Internet. Hein. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu des conditions de travail. Alors, est-ce que vous saviez aujourd'hui qu'aux États-Unis, en tout cas chez les deux grands éditeurs,
Les créatrices représentent environ que 15% des auteurs qui sont publiés. C'est des sources que j'ai trouvées, des chiffres que j'ai trouvés sur Internet. Et en France, ce mois-ci, la presse titrait un peu partout que la BD était en plein essor avec 20% de progression de marché. Je vais en revenir dessus. Hein. Oui, j'ai vu la tribune du chef du CIBD, c'est ça, qui est derrière dans le monde. Enfin bref, que tout va bien, c'est super. Ce qui est très bien, la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a 53% du lectorat qui est féminin, et ça c'est hyper bien. Mais malheureusement pour les auteurs et les autrices, la situation n'est pas du tout aussi favorable que ce que la presse nous raconte. En 2016, par les États généraux de la bande dessinée, qui est une association d'auteurs en France, a fait une étude et l'a publiée et a indiqué qu'il y avait seulement 27% des 1400 personnes interrogées qui étaient des artistes femmes et qui ont pour 60% d'entre elles un job à côté, en plus d'être autrices, et elles sont encore moins bien payées que les hommes, entre moins 33 et moins 43% que ces messieurs. Et malheureusement, ça devient pire quand on s'intéresse un peu plus à tout ça, c'est-à-dire qu'il y a plus de 50% d'entre elles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et 67% qui touchent moins que le SMIC annuel brut. Donc la précarité aujourd'hui des auteurs et des autrices est vraiment un véritable problème, et je ne m'aventure même pas sur l'histoire des droits d'auteur qui devient forcément une catastrophe, puisque en général on parle de 8-12% de droits d'auteur, sauf que tu parlais d'Avalard tout à l'heure, il faut, avec une durée de vie d'une semaine en librairie, rembourser les sous qu'on a touchés avant, c'est hyper compliqué, sauf si on a un carton et qu'on vend 10 000 bouquins, et encore, ça dépend. Si vous êtes scénariste, en vrai, vous touchez quoi 2%? Alors ça dépend. Généralement, il y a de toutes les manières, selon les contrats qu'on signe, un pourcentage qui se partage entre tous les auteurs. Après, pour certains bouquins où on est pas mal dessus, on peut parfois on touche 2%, parfois on touche plus. C'est un peu variable. Ce qui est sûr, c'est que il y a un peu une sorte de mythologie autour de ce que sont les droits d'auteur. 2%, c'est rien du tout, on est d'accord. Ah non, c'est pas beaucoup, non. Il y en a encore des... Oui, par rapport il y a plus bas. Mais voilà, en tout cas, quand on parle de droits d'auteur, on imagine souvent les autrices et les auteurs de bande dessinée croulés sous les billets, façon Picsou, c'est pas vraiment le cas. On n'appelle pas ça des droits d'auteur, mais tout le monde touche un plus gros pourcentage sur la BD que l'auteur. Ah oui, ça c'est évident. Clairement, ceux qui font les bandes dessinées sont ceux qui touchent le moins dessus. Qui ont le plus petit pourcentage. Et très clairement, pour ceux qui en touchent, ce qui est assez rare déjà. Ce qui est assez décevant. Ils essayent de lancer des nouveaux contrats maintenant où les éditeurs pourraient se rembourser sur les autres livres qu'on pourrait sortir. Ouais. Alors généralement, il faut demander immédiatement à... Oui, ça m'a ravi quand j'ai découvert ça. Heureusement qu'on a des syndicats d'auteurs qui communiquent un petit peu sur le sujet. Mais oui, moi je demande à l'enlever, cette clause, parce que c'est pas possible. La plupart des gens ne lisent pas leur contrat. On leur dit oui, c'est générique. Ou ne savent pas le lire. Donc en fait, un autre conseil à celles et ceux qui veulent devenir autrices et auteurs de bande dessinée, lisez vos contrats surtout. Faites-vous conseiller, adhérez au syndicat où il y a une aide juridique généralement qui est offerte. Oui, ou alors mettez-les sur internet, sur le forum des illustrateurs qui ont mal au cul. Exactement. N'hésitez pas, renseignez-vous. C'était le moment pub pour le syndicat. On va parler d'un sujet un petit peu plus funky, c'était funky aussi. J'aimerais qu'on parle un peu des personnages féminins dans les comics et les bandes dessinées aujourd'hui. En 5 ans, aux États-Unis, les titres avec des héroïnes ont quand même doublé. Et en France, les histoires et les livres avec des personnages féminins sont de plus en plus nombreux. Et ça n'a plus rien à voir avec les années 90 où la plupart des femmes étaient représentées, comme je disais tout à l'heure, comme un faire-valoir et de manière très sexuée et peu habillée. Alors, une question dans l'échange qu'on a eu avec Clotilde pour préparer la conférence qui est apparue, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que pour qu'un personnage féminin soit l'héroïne de son histoire, il y a plein de créateurs qui ont l'impression de les faire des badass. Pourquoi est-ce qu'un personnage féminin ne peut pas être juste normal? C'est Clotilde de t'en parler. Pardon. Oui, on a donc eu cette discussion avec Marie-Paul qui était que
il y avait comme une sorte de justification à devoir avoir un personnage, un protagoniste, une protagoniste féminine, qui était que du coup il fallait la rendre dans une forme de perfection. Bon, c'est une image aussi qui est en train de s'étioler parce qu'on a pas uniquement ce type de personnage-là, je pense notamment à Miss Marvel ou finalement qui n'est pas non plus la représentation d'une sorte de perfection et de badasserie de base, mais disons qu'on a l'impression de devoir collectionner plusieurs attributs autour des personnages, d'avoir pour certaines, surtout des personnages sans faille, ce que je trouve personnellement un peu dommage, mais ce n'est pas une généralité non plus. On a des Jessica Jones ou d'autres types de persos qui ne sont pas du tout dans ce stéréotype-là. Ou dans des séries plus underground, enfin indé quoi, pas forcément underground. Soit du Beach Planet ou autre, effectivement, mais pas du tout dans ce... Au final, DC et Marvel, c'est qu'une partie de ce qui est publié aux États-Unis. Si tu regardes les Lumberjanes, par exemple, on est quand même très très loin de ce spectre-là. Et en fait, chez Boom, par exemple, tu parlais des 15% de scénaristes. Chez Boom, moi j'ai arrêté de regarder il y a 4-5 ans, mais ils en étaient à 30%. Ils sont beaucoup plus nombreux quand elles créent leur propre série. C'est ce que disait un petit peu Philippe Briones ce matin, dans le panel sur la diversité. Ça dépend si c'est des comics de super-héros ou des comics indépendants. Effectivement, le super-héros ou la super-héroïne, c'est quand même assez stéréotypé. Ça requiert une imagerie quand même assez forte de l'être parfait, en fait, de ce qu'on a envie de voir pour nous sortir du quotidien. Je pense que ce soit un homme ou une femme, un héros ou une super-héroïne, on a aussi quelque part envie, pas de s'identifier, mais de voir les aventures de quelqu'un de parfait, qui a des aventures comme Wonder Woman, par exemple. Moi, Wonder Woman me fait rêver. Pourquoi? Parce qu'elle ne me ressemble pas, tout simplement. Mais qu'elle t'a permis de sortir de ton quotidien. De mon quotidien, ouais. Et est-ce qu'au niveau représentation de la sécurité féminine et... Pardon? Je pensais que c'était sécurité, je sais pas. Et des personnages LGBTQ dans les comics. Alors dans les comics indés, c'est déjà le cas. On a différents degrés. On a Small Favors de Colleen Coover qui est clairement érotique, à la limite du porno. On a cet été-là de Mariko et Gillian Tamaki qui retrace les premiers émois de deux préadolescentes. Est-ce que ça manque pas un peu une vraie sexualité dans les comics aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'autocensure de la part des auteurs, autrices en général sur ce sujet-là? Est-ce que vous n'avez pas déjà été frustré par des relations entre des personnages qui vont pas assez loin, par exemple? Particulièrement. Non, je trouve qu'on traite quand même un assez grand spectre. Après, est-ce qu'on parle de représenter des gens en train de s'envoyer en l'air? Je sais pas. Est-ce que c'est à ce ressort narratif qui sert à l'histoire? C'est toujours la question qu'on doit se poser. Est-ce que ça sert à l'histoire? Sinon, c'est gratuit. Et parler que de ça. Parler que de ça, on va compter sur Marvel ici. Là, on parle en général. À travers les collants, peut-être. Non, mais il en existe pas tellement des histoires qui parlent de sexualité, mais peut-être pas forcément pour regarder les récits érotiques. C'est comme en France, il faut les regarder au fond du magasin à droite. Oui, encore. Même au fond à droite du magasin, les récits érotiques qu'on a aujourd'hui, moi je trouve qu'ils sont peu faits véritablement pour les femmes. Ah oui, non, pas voilà. Non, mais c'était en ça ma question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai envie d'acheter de la BD érotique porno, moi en tant que femme, ben, ça m'ennuie parce que malheureusement, la plupart des bouquins, la femme est pas un objet, mais quand même la plupart du temps. Et ben, en vrai, dans la vraie vie, on n'est pas que des objets. Hein. Bah, alors, dans l'absolu, j'aurais tendance à dire que c'est un marché qui est tellement un marché de niche que si tu veux lire ce genre de choses, il va falloir te tourner vers Tumblr. Internet est ton ami. Ou aller sur les sites genre Archive au Forum et lire de la fanfiction, où il y a des centaines de milliers d'écrivains et de lecteurs. Mais c'est dommage, il y a justement des centaines de milliers d'écrivains et de lecteurs, et le marché a publié aujourd'hui. Il y a une espèce de frustration. Voilà ta prochaine carrière, après. Je vais faire éditrice de porno féminine.
Tu nous diras si ça marche. Ouais, écoute, moi j'ai plein d'histoires si tu veux. Il y a un contrat qui est en train de se signer sous vos yeux. Mais je connais des autrices qui voudraient bien. Je vais te donner mon mail. Ouais, bah, je suis entièrement d'accord, ouais. La fanfiction, c'est la vie. Alors, tu me poses On finisse là-dessus. Moi j'aime bien cette phrase de fin. Il nous reste un petit peu de temps encore. Justement, tu parlais de donc la relation entre des personnages qui peut être là pour juste servir l'histoire. Est-ce que, en tant que créatrice, comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre le message que vous voulez faire passer et l'histoire que vous racontez? C'est qu'en plus, tu te rends bien compte que quand on travaille pour Marvel ou DC, on est créateur quand dans une toute petite partie. En vérité, c'est un travail conjoint avec les éditeurs. C'est toujours un travail de collaboration. On ne vient jamais avec son propre agenda. En premier, on vient avec son bagage, mais l'agenda, c'est celui de l'éditeur. Quelle déception. C'est mince, tu y croyais vraiment? Non, voilà quoi. On amène des choses. Travailler avec Marguerite Bennett, mais c'est pas du tout la même chose que travailler avec Roberto Sagasa, par exemple. Ils ont chacun leur propre choses à raconter, ils en ont conscience, et ça amène des belles choses aussi, mais il faut que ça se fasse avec l'accord de l'éditeur. Il faut que l'histoire soit intéressante en plus de ce qu'ils ont besoin de dire. Et après, moi aussi, je peux ramener quelque chose. Je pense que tout dépend déjà aussi de savoir si on est dans un boulot de commande ou dans un travail qui est purement personnel, qu'on a été dans nous-mêmes. Sur un boulot de commande, je pense que c'est effectivement assez compliqué. C'est peut-être un poil plus simple en tant que scénariste qu'en tant que dessinatrice probablement. En tant que scénariste, on essaie de trouver, ça peut passer par le dialogue, ça peut passer par des micro-situations qu'on peut bouger ou qu'on peut utiliser. Mais voilà, le champ d'action restera toujours un peu faible. Pour ce qui est de la production personnelle, je pense que ça pose d'autres problématiques qui sont effectivement où commencent les histoires qu'on a envie de raconter, où s'arrête le message politique ou idéologique qu'on a envie de transmettre, qui ne doit pas non plus aller altérer une bonne histoire. Moi, je sais que ça peut être des moments un petit peu angoissants, tout simplement parce que j'ai envie de pouvoir transmettre certaines choses, j'ai envie de pouvoir passer un message, et en même temps je sais que mon travail c'est avant tout de raconter une bonne histoire. Donc réussir à trouver un équilibre entre des choses qu'on a envie de passer et en même temps tout en étant dans une dynamique narrative qui se tienne, qui soit bonne, c'est assez compliqué. Je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de questions sur le sexisme intériorisé, sur qu'est-ce que je fais passer, qu'est-ce que je dis. Est-ce que finalement malgré moi il y a aussi des choses qui vont se transmettre, et se pose effectivement la question de l'autocensure, est-ce que c'est des choses que je laisse, est-ce que c'est des choses que je garde, est-ce que je dois venir découper à la machette tout ce qui ne rentre pas dans une forme de cadre. J'ai pas encore de réponse en fait à ces questions-là, c'est un peu complexe, j'espère en trouver au fur et à mesure, mais en tout cas je pense que c'est probablement un questionnement devant lequel vont se retrouver pas mal d'autrices en fait, tout simplement parce que on a, pour certaines en tout cas, même à quel que soit le niveau, on a tout un rôle à jouer, ne serait-ce que parce qu'on fait pour l'instant encore partie d'une minorité, qu'on est là aussi pour essayer, je pense, de déblayer un peu les choses, d'apporter une vision parfois nouvelle ou tout simplement une vision dans un milieu. Donc oui, c'est des questions que tous les auteurs dans le sens large n'ont pas forcément à se poser. Alors, je vous propose de vous laisser un peu de temps. Est-ce que vous auriez des questions à poser aux créatrices qui sont présentes? Si. Est-ce qu'on pourrait avoir un micro, s'il vous plaît? J'en ai un. Je peux te lancer le micro. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, je suis Olivier, vite! Je ne vous avais pas vu, pardon. Merci. En fait, je me suis posé une question quand j'ai commencé à vouloir partager mes dessins et commencer une carrière.
vu les problèmes qu'avaient les autrices, en particulier sur Internet, je me suis dit, est-ce que je serais pas plus tranquille si je raccourcissais mon nom de Alice à Al, que je laissais une ambiguïté et que je me faisais passer, non pas forcément pour un homme, mais que je ne révélais pas tout de suite que j'étais une femme. J'ai réfléchi au fait de voir le nom de Stéphanie Hans ou autre sur des comics, qui en fait m'a beaucoup aidé à me dire, après tout, c'est en voyant des noms de femmes dans les sommaires que j'ai pu me dire, moi aussi j'ai ma place, moi aussi je peux. Je voulais savoir si vous, c'était quelque chose que vous aviez vécu, et si vous vous étiez posé la question, soit au début de votre carrière, soit à un moment où vous doutiez, vous aviez peut-être peur justement du harcèlement ou des problèmes de genre, ou de discrimination. Si vous vous êtes dit, est-ce que je dois changer, ou est-ce que vous avez posé le point sur la table en disant, non, je suis une femme, je vais me faire ma place et je peux inspirer des gens comme ça. Pour le coup, moi j'ai commencé, Internet c'était un tout petit truc. C'était un peu pratique, ça prenait 3 jours pour envoyer une BD à son éditeur, mais ça s'arrêtait un peu là. Ensuite il y a eu Facebook, ainsi de suite, mais c'est venu très très progressivement. Je m'étais posé la question du pseudo au début, mais pas forcément d'un pseudo masculin. C'est venu par la suite, mais plutôt comme une lubie, en me disant je changerais bien complètement de dessin, mais j'ai pas envie de perdre le crédit que j'ai maintenant. Je serais bien avec un truc complètement différent, avec un nom vraiment super masculin. Genre, j'ai un nom qui s'appelle Yurek, je trouve que ça fait vraiment homme, Yurek. Du coup, il a un Instagram quelque part, il attend l'inspiration pour se remplir, mais juste pour voir un petit peu. Tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Quand j'ai commencé, je me suis rendu compte très très vite que quand j'allais en salon, j'étais la seule femme. Ou quand on était 2 ou 3, on nous mettait à la même table pour manger, ce genre de choses. Et du coup, je me suis souvent dit qu'il fallait voir, enfin au début ça marchait pas très très bien, je disais, si tu t'arrêtes maintenant, finalement, t'es vraiment un gros pourcentage des femmes qui font de la BD et qui font pas forcément, c'était la période des blogs, ça commençait tout juste, des gens qui font pas des blogs, qui font de la BD entre guillemets sérieuse. Mais c'est aussi une des raisons pour laquelle je pense que j'ai échappé à tout ce qui se passe en ce moment avec Diversity Comics. L'instant fort, tout ça. Oui, on a pire dans le comics. Mais moi j'y ai échappé aussi, je pense, pour ça. Je me suis jamais forcée à avoir un trait typé masculin. Moi, mon modèle c'était Billy Bean, Muka, Klimt et Gunshield. Mais j'avais pas envie de dessiner comme un mec, je voulais juste dessiner comme j'en avais envie. Mais ce dessin-là qui est le mien, en fait, ça passe. Ça passe, genre, on ne court pas après en me disant « Squirrel Girl, c'est pourri, regardez, c'est une fille qui dessine. » On ne fait pas ça pour moi. J'ai de la chance. Moi, personnellement, ça n'a pas forcément marqué le début de ma carrière. Par contre, on parlait tout à l'heure du festival d'Angoulême et des réactions que ça a pu engendrer. Ce qui est sûr, c'est que le moment où le collectif des créatrices BD contre le sexisme, donc qui a un peu émergé à ce moment-là, a commencé à agir sur pas mal de sujets, ça m'a plutôt donné une conscience en fait que justement j'étais pas forcément toute seule, isolée. Je sais que moi je travaille beaucoup plus avec des mecs. Dans mon atelier, j'ai une coloriste qui est avec moi, mais c'est vrai que c'est plutôt des dessinateurs, des hommes. Je connais pas forcément énormément de femmes, parce que tout simplement ça s'est pas développé comme ça au cours de ma carrière. Et je pense que c'est plus l'espèce de conscience qu'il y a aussi d'autres personnes, la possibilité d'échanger, les moments où on a commencé à récolter des témoignages aussi pour témoigner de ce qu'on pouvait vivre à certains moments en tant que femme dans la bande dessinée. On va dire que ça a vraiment été important à un moment où c'est le regroupement qui primait aussi, et la conscience collective était assez importante. Cela dit, pour en revenir à ta question de base, tu seras plus tranquille avec un pseudonyme, c'est sûr, mais ça ne fera pas beaucoup avancer la cause. Ouais, voilà, c'était la conclusion que j'allais dire. Il faut être fier. Il faut arrêter de s'appeler Georges Sand. Ouais, mais j'allais dire, c'est une mission pour Georges Sand. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Bonjour. Bonjour. Alors déjà, sachez que je ne suis pas
de féminisme en tant qu'homme. Si, il faut, c'est important. Non, parce que justement, la conférence est très intéressante. Et quand vous parlez justement de la création de personnages féminins, et des personnages féminins dans la bande dessinée, dans les comics, etc., moi en tout cas, je ressentais que presque, quand on crée une femme, il fallait lui donner un rôle politique dans sa BD, dans son histoire. Il fallait que ça parle de féminisme. Alors, d'une certaine manière, tout est politique, donc forcément on en parle. Mais est-ce que le plus important, ce serait pas d'abord de créer un bon personnage? Parce que par exemple, je pensais à la Thor de Jason Aaron, de Jane Foster, qui est justement qui est pas un personnage spécialement qui parle de féminisme, mais qui a un bon personnage et qui a de bons enjeux. Il y a Faith aussi chez Valiant, qui est pas du tout féminisé, qui parle pas spécialement de féminisme, mais je voulais savoir ce que vous en pensez justement. Est-ce que le plus important, c'était pas de créer de bonnes histoires, mais de créer des histoires féministes? Une histoire qui n'est pas une bonne histoire, elle est en nulle part, personne ne l'achète pas. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Je pense surtout que, quoi qu'il arrive, selon les thèmes qu'on aborde, quand en tout cas on fait quelque chose d'un peu personnel, ou on aborde des trucs qui nous travaillent, qu'on le veuille ou non. Il y a des choses qui sont tout simplement portées par l'histoire et qui n'ont pas besoin d'être poussées plus pour que, de fait, elles soient politiques ou féministes, ou pas, en tout cas. Après, je pense que c'est des questionnements qu'on va avoir, parce qu'en tant qu'autrice, nécessairement, tu crées une histoire, tu vas parler de choses qui vont faire partie de ton univers, qui vont t'intéresser. Il se trouve que du coup, moi, je vais parler de femmes, en me disant, j'y vais en tant que militante, j'y vais parce que simplement, c'est des histoires que j'ai envie de raconter, que j'ai envie de lire, parce que ça m'intéresse. Je pense que les notions ou l'idéologie, elles vont être portées plus par justement le type de personnage, pas volontairement, mais simplement parce que c'est des thématiques ou des univers qui vont amener ça. Et oui, bien sûr qu'il faut avant tout créer des bons personnages, une bonne histoire, et le reste vient ensuite. Après, il n'empêche que quand on crée quelque chose qui a pour vocation d'être vendu en librairie, d'être vu, d'être lu, il y a quand même... Après, ça a une incidence ou non sur le boulot. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'il y a un questionnement de responsabilité de ce qu'on fait. Mais après, oui, non, je pense pas que ça doive empêcher avant tout de raconter de bonnes histoires et d'avoir de bons personnages. Oui, puis après, il y a aussi dans quel genre de contexte on travaille. Moi, je travaille pour le mainstream quasiment exclusivement. Faut pas se voiler la face, on est là pour vendre, des livres. Il faut faire des bonnes histoires. Quand on fait un seul volume, 90 pages en noir et blanc et en AD, on ne travaille pas du tout de la même façon que quand on fait 30 pages par mois, 20 pages par mois. Je comprends que je fais les deux. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Non, mais je suis d'accord avec vous. Du coup, forcément, quand on crée, on parle de soi, mais forcément, sur une femme, on parle pas. Oui, et encore une fois, dans le comics, on est vraiment dans un travail de collaboration. Il y a l'éditeur en premier, l'auteur, le dessinateur et les cover artistes en dernier. Mais je suis jamais trop Un petit peu, c'est couverture. Et 3 quarts du temps, on demande la couverture 3 mois avant que le bouquin soit dessiné. J'ai une vraiment très vague idée de ce qu'il y a dans le bouquin. Sacré travail. Il y avait une question, je crois, Fleur Labanne, non, finalement Vous passez le micro. Merci. Je voudrais savoir, tout à l'heure, vous parliez de sexualité, de sexualisation par rapport aux personnages féminins. Mais est-ce que la sexualisation des personnages féminins, c'est obligatoirement quelque chose qui s'oppose au féminisme? Non. D'accord, ma question était malheureuse. Pardon. En fait, c'est la même chose que tout à l'heure. Est-ce que ça sert l'histoire ou est-ce que c'est gratuit? Si ça sert l'histoire, le personnage peut être on peut le dire, ça peut être des personnages hyper sexualisés. Vampirella restera Vampirella, quoi qu'il arrive, mais c'est pas pour ça que ce sera pas une bonne histoire. L'important, c'est est-ce que ça sert l'histoire? Voilà, exactement. Tant que c'est justifié, et puis surtout, je pense que, encore une fois, il y a autant de possibilités qu'il y a d'autrices, en fait, et d'auteurs, absolument. Je pense qu'à un moment, on peut très bien être féministe et avoir envie d'habiller ou de chara-designer son personnage de telle ou telle manière. Il y en a plein. Il y en a plein, et je trouve ça très bien. Enfin, heureusement qu'il n'y a pas qu'une seule voix, justement. Quelque chose, je sais pas ce que t'en penses, mais...
parce que c'est assez culturel. Par contre, j'ai juste un peu changé. Au contraire, même un personnage qui n'est pas un personnage féminin qui n'est pas sexualisé, il n'est pas obligatoirement féministe. Ah non plus. Non, effectivement, non, mais je pense qu'il y avait, comme disait Stéphanie tout à l'heure, en France, mais je pense que pas qu'en France, partout on aime beaucoup mettre des petites cases et fonctionner comme ça. C'est finalement ce qu'on appelle des archétypes. Il y a un moment, non, bien évidemment qu'un personnage qui va être présenté comme pas nécessairement sexy ou autre, pas du tout, pas pour autant porter des valeurs féministes. Et des fois, une histoire, c'est juste une histoire aussi. Voilà. D'autres questions? Si, par ici, non. Bonjour. Aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus de comics qui sont adaptés au cinéma. En quoi, justement, le cinéma pourrait-il profiter à la visibilisation des femmes autrices de comics? Oui, c'est super compliqué, surtout que je regardais dans les Avengers, dans les t-shirts pour les garçons et les filles. Dans les t-shirts pour les garçons, ils enlèvent Black Widow parce que bon, une fille c'est un t-shirt, c'est un peu sale. Voilà. Il y a un truc comme ça. Non, honnêtement, j'en sais rien. Pour le moment, c'est un peu. C'est à peine perméable ce qu'il y a entre les deux. Hein. C'est ça, en fait, on est un petit peu dans une période de transition pour dire quelque chose, je pense. Déjà, on est en train de voir qu'il y a des héroïnes qui existent, qui sont visibles au cinéma, mais on en découvre vraiment au balbutiement. Hein. On a eu, parce qu'on ne veut pas parler des films pourris qu'on a eu ces dernières années. On va dire que pour moi, l'année 1 ou l'année 0, c'est cette année avec la sortie de Wonder Woman, qui a vraiment changé quelque chose. C'était bon, quand même pas terrible, d'accord. C'était pas terrible, mais il s'est passé quelque chose cette année quand même, en matière de visibilité. On a parlé cinéma, mais oui, en télé, il y a vachement plus de personnages. C'est intéressant. La demoiselle parle de cinéma, mais je te fais des bisous. Moi aussi. Je m'en Et donc du coup, voilà, je pense que c'est début quelque chose. On va avoir donc Captain Marvel très bientôt au cinéma aussi. Je pense que petit à petit ça va se développer, qu'on va avoir de plus en plus de personnages féminins. Et pourquoi pas, ça sera une opportunité de mettre en avant des autrices. Mais je pense que ça va peut-être plus créer des vocations, aussi des volontés d'écrire pour ces personnages-là. Mais il y a quand même une mouvance au niveau des créatrices dans les scénarios pour le cinéma et pour la télé aujourd'hui qui sont vachement plus mises en avant. Et il y a une volonté dans le cinéma de justement avoir de plus en plus de femmes qui s'impliquent dans tous les métiers, que ce soit techniciens, réalisateurs, et je parle au féminin masculin, je vais dire réalisatrices et techniciennes, etc. Il y a ça aussi qui est important aujourd'hui dans ces balbutiements et dans ces changements. C'est fou, quoi. Est-ce que ça répond à ta question? Alors, je surveille l'heure, donc on a bientôt malheureusement terminé. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce qu'après, j'aimerais, dernière question, et ensuite on parlera du projet, on teasera sur le projet de Clotilde. Voilà, apparemment, que je fasse une photo pour moi. Merci. Alors moi, ce serait pas vraiment une question, mais ce serait plus pour rebondir sur la question de c'est qui tout à l'heure. Je ne sais pas si ça va être utile à la conférence, mais justement, il parlait de personnages sexualisés qui pouvaient être, qui n'étaient pas forcément sexistes. Et justement, je pense que certaines autrices sexualisent leurs personnages féminins, justement comme pour se réapproprier l'image, je sais pas trop comment dire, pour se réapproprier l'image des femmes dans le comics depuis des dizaines d'années, etc. Donc je pense aussi que
certaines femmes peuvent sexualiser leur personnage juste par pour ça. Voilà. Je trouve que c'est une très bonne réflexion. Bravo. Il y a vraiment un phénomène d'absorption aussi. On joue aux jeux vidéo, on voit les armures à seins, ce genre de trucs, quand on fait des fanarts. Là, c'est. Tu prends, tu régurgites, un petit truc comme ça. Mais c'est bien intéressant. Voilà, je pense que ça reste dans la veine du t'es contente. Non, mais je trouve ça assez positif, d'autant que, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se marier avec ça. En fait, surtout, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas être légère si on a envie d'être légère. Il n'y a pas de raison que tout doive être extrêmement sérieux, que tout doive être extrêmement carré. Finalement, ça nous fait peut-être marrer aussi que nos héroïnes soient habillées avec des trucs en métal. Bon ben voilà, on va pas s'en excuser. Des trucs en métal? Ah oui, non mais beau le monde où il n'y a jamais d'affection, de poils incarnés. Voilà, je dis, moi la limite c'est la culotte en métal quand même. J'ai pas envie de la tester. Non, je sais pas comment rentrer dedans sans magie, tu peux pas la faire. C'est ça, fonctionne pas. Sur ces bonnes paroles. Sur ces bonnes paroles, nous allons donc parler de ton projet qui va paraître donc en 2019. Si tout va bien. Voilà. Alors, visuel. Voilà, oui. En plus, je le connais un peu. J'aime bien, je vois sur un très grand écran, c'est très bon pour mon ego. Voilà, donc, alors, je sais pas vraiment ce que je suis censée dire, donc je vais y aller un petit peu. Comment ça va s'appeler? Quel est le pitch? Alors, mon éditeur qui est là va être super content. Ça va s'appeler Hippolyte. Non provisoire. Voilà, ça va parler d'un gang de femmes en 1872. C'est très précis. Dans le désert de l'Arizona, qui vit dans une ville cachée et qui fonctionne un peu comme des pirates. Et qui vont aller faire des raids. Et je sais pas si je vais en dire plus. J'achète. J'en dis plus, Olivier, d'ici. Balance le pitch. Et il y a peut-être un homme qui arrive dedans, mais on sait pas trop ce qu'on va en faire. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Ce sera en combien de temps? Ce sera un tome de 110 pages qui paraîtra chez Glénat, donc, avec une dessinatrice de grand talent qui s'appelle Carole Chaland. Voilà, qui n'est pas là. J'allais dire qu'il n'est pas là ce soir, mais on n'est pas bien. Qui n'est pas là. Carole, si tu me regardes, je t'aime. Mais voilà, qui a fait beaucoup de choses. Elle est en train de pleurer sur ses plats. Quand tu veux dire des scènes où j'écris, et là, 30 personnes arrivent, dans des outfits différents, en train de tirer partout, dans un très grand décor où il y a énormément de structures partout. Derrière, la ville s'efface. Voilà, Carole est en train de pleurer sur ses planches, j'espère. J'espère que tu pleures, Carole. C'est pas très gentil. Bon, en tout cas, merci à tous d'être venus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct sur le Facebook de Glénat Comics. Et merci à vous trois d'avoir été des formidables intervenantes sur cette conférence. Merci beaucoup.